Bonjour, chers amis, chers Thaïs, chers frères et sœurs et toute la communauté. On m'a donné l'ordre de répondre à toutes les questions qui ne sont pas répondues hier. Il y a des réponses très importantes et je pense que vous n'allez pas quitter la retraite sans ces réponses-là. C'est très dur. J'ai lu et j'ai regardé profondément hier soir et j'ai dû taper à la machine ici pour lire toutes ces questions-là et essayer d'offrir une réponse d'après ma pratique. La première réponse, c'est très facile. Que sont les 5 agrégats? On a souvent dit on est formé de 5 skandhas, c'est le mot sanskrit, ou les 5 agrégats. En fait, c'est seulement le corps et l'esprit. Mais notre esprit est il y a différentes couches, différents niveaux. Et quand on pratique superficiellement, on a une certaine vision. Et quand on applique plus long, on a une vision plus profonde. Et donc, je vais vous offrir le diagramme de ces 5 agrégats. Et depuis que j'ai été étudiant de Thaï, 58 ans avant, c'est le même diagramme. Mais ma vision sur ce diagramme est différente. En ce temps-là, j'ai fait comme des dessins de mathématiques, mais plus je pratique, plus je regarde profondément, plus ma vision sur ces 5 agrégats sont approfondies. Et je voudrais vous offrir ça. Il y a l'esprit, le corps et l'esprit. Et le corps, c'est la forme. Mais l'esprit est plus compliqué, c'est pourquoi on divise l'esprit en... Surtout les maîtres qui veulent vous entraîner à pratiquer comme il faut profondément, ils divisent les sensations, c'est une partie de vous-même, un des 5 agrégats, mais en fait 2 agrégats, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Corps, c'est forme. Mais l'esprit, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience profonde. Et pour vous aider à mieux pratiquer, on divise sensation. Mais en fait, sensation, c'est aussi une formation mentale. Et on divise perception, c'est aussi une formation mentale. Donc, sensation, comme on a froid, on a chaud, on est en colère, on est très satisfait. Donc, il y a des sensations agréables et des sensations désagréables, donc 2. Et entre les 2, il y a une sensation neutre. Ça, c'est une façon de diviser d'une façon trop superficielle. Mais quand vous regardez plus profondément, et la pratique, c'est de regarder plus profondément les sensations. Et il y a des sensations agréables, comme oh, vous êtes très intelligente, vous êtes une personne formidable. Mais si on regarde profondément, je ne suis pas tellement formidable, je ne suis pas tellement intelligent, c'est mon ego qui est flatté. L'ego, c'est une autre couche, mais je ne vais pas dessiner pour rendre confus. Donc, je regarde les sensations désagréables plus profondément pour voir que est-ce que c'est correct ce qu'il a pensé de nous. Et nous essayons d'être plus humbles. Si on a beaucoup de succès, on voit très bien que ce succès, ça ne vient pas de nous. Il y a l'intelligence de papa, il y a des gènes de papa, de maman, il y a des habitudes, le savoir-faire de maman. Et même si on a des problèmes avec maman ou papa, on a quand même ces qualités-là, cette intelligence-là. Et donc, on n'est pas trop fiers, même si on nous dit « vous êtes très intelligent », on est plus humble. Et donc, on regarde en profondément les sensations agréables, les sensations désagréables, on nous critique d'une façon assez directe,
est blessant. Mais on regarde profondément. Il y a une vérité dans ce qu'il a dit. Il y a une vérité ce qu'elle a dit. Et la pratique, elle a dit merci beaucoup de votre commentaire sur moi. Il y a beaucoup de vérité là-dedans, mais il y a encore des choses à regarder plus profondément. C'est-à-dire, il nous voit seulement une partie. Bon, il y a des vérités dans cela, mais il y a une partie qui n'est pas très profonde, suffisamment profonde pour qu'il me juge d'une façon si déprimante. Et surtout les sensations neutres pour beaucoup d'hommes et femmes, et même des jeunes, des enfants. Une banque, c'est neutre, parce qu'il n'y a pas quelque chose excité. Mais souvent, si on regarde profondément les sensations neutres, on peut voir beaucoup de choses très agréables dans cette sensation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas un discours de Thaï, ce n'est pas tellement intéressant, mais c'est quand même une sensation neutre. Mais pourquoi ne pas regarder plus profondément? Je suis en bonne forme aujourd'hui, je n'ai pas endormi. Donc même les paroles, quelques paroles de Sakyong Khang peuvent m'éveiller sur quelque chose de très profond de moi. Et si je suis éveillée, ce n'est pas grâce à elle. Elle a participé un petit peu. Et ne dites pas que Sakyong Khang a donné un discours formidable, parce que aujourd'hui, vous êtes disponible, vous êtes moins endormi, vous êtes mieux dans le courant de la Sangha, dont vous recevez plus profondément. Et je n'ai rien à être fière de ce que j'ai partagé aujourd'hui, parce que chacun contribue sa part. Et ça, c'est un des sceaux, c'est-à-dire un tampon qui certifie que ce que le Bouddha a dit qu'il faut utiliser 3 sceaux que je vais partager à la fin. Pour le moment, ces sensations, on change, on regarde plus profondément pour changer les sensations agréables en plus humbles, agréables mais plus humbles, et sensations neutres, c'est-à-dire pas de choses excitées, pas de choses déprimées, mais pour voir le côté positif et être heureux. Et les sensations désagréables pour accepter la partie bien et la partie pas tellement bien. On essaie de voir profondément nous-mêmes et pour changer nous-mêmes un petit peu, transformer, pratiquer un peu plus. La perception est une formation mentale, c'est-à-dire formation mentale, c'est-à-dire un état d'esprit de vous. La colère, c'est aussi sensation, mais aussi une formation mentale. La haine, la jalousie, c'est aussi une formation mentale. Et la perception, c'est une formation mentale très importante. Parce que quand vous regardez ce pot de fleurs, vous avez une formation mentale, une perception de ce pot de fleurs. Ah, vu de loin, ça a l'air des marguerites. Non, ce sont des fleurs de cactus. Donc, vous voyez, c'est déjà différent en regardant plus profondément. Et donc, une formation mentale, c'est une notion dans votre tête sur quelque chose. Et vous regardez Sakyong Khang, vous avez une notion dans votre tête sur Sakyong Khang. Et vous dites, oh, je connais Sakyong Khang, j'ai fréquenté le village, j'ai venu plusieurs années, j'ai lu son livre La force de l'amour, je connais tous de A à Z. C'est pas sûr. Mais si vous avez une perception erronée sur Sakyong Khang, c'est pas grave. Si vous avez une perception sur votre bien-aimé, que vous êtes tombé amoureux, ça c'est très grave, très sérieux. Il faut regarder. Et le jour de son éveil, le Bouddha a réalisé que tout le monde peut devenir un être éveillé qui voit profondément le passé, le présent, le futur, qui est totalement éveillé comme lui. Mais pourquoi vous n'êtes pas éveillé? Parce que votre corps est ici, votre esprit pense à ça, à ça, à ça, à ça.
et vous n'êtes pas dans la concentration corps, esprit, pointant sur quelque chose que vous aimeriez voir plus en profondeur. Et parce que votre esprit pense à 10 directions, que votre perception, votre notion sur la vie, sur la mort, sur votre maman, sur votre papa, sur votre partenaire est trop superficielle. Et à cause d'une supervision superficielle, vous jugez les gens sur cette perception. Oh, mon mari est comme ça. Oh, ma femme est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que vous avez vu une partie superficielle d'elle. Et c'est la perception. Et le Bouddha a dit, toutes les perceptions sont erronées. En fait, c'est plutôt partiel. Et il a illustré dans plusieurs cas, dans son temps, il ne dit pas 10%, 20%, mais il dit, quand vous n'êtes pas totalement concentré, éveillé, bien dans votre peau, corps et esprit en profondeur, vous ne pouvez que percevoir la réalité en une partie, comme les aveugles qui perçoivent un éléphant. Et un aveugle qui touche les pattes de l'éléphant, oh, je suis sûre, l'éléphant sont comme des piliers. Mais l'autre personne de l'autre côté de l'éléphant a touché ses oreilles. Non, qu'est-ce que tu dis? L'éléphant est plat. Bon, il a touché. Et un autre aveugle a touché la queue de l'éléphant. Non, l'éléphant, c'est comme un balai. Qu'est-ce que tu dis? Une colonne, un pilier? Non. Mais c'est ça. Vous présentez votre bien-aimé à la famille et votre maman donne un jugement, votre sœur donne un autre jugement et tous les jugements sont différents parce qu'ils ont vu le côté de ces observations et parfois ce côté a été influencé par des expériences vécues dans le passé avec une autre personne qui n'a rien à faire cette personne-là. Par exemple, votre partenaire est présenté à la maman, mais parce que vous êtes très jeune, 18, 20 ans, et vous avez présenté le jeune homme à maman, et maman dit, il a l'air paresseux. Parce qu'on a préparé le repas pour lui, il est resté comme ça, sans rien faire. Il sera comme ton père, et ton père a laissé le travail de maison à toute la famille. Et si tu maries à ce garçon, tu verras. Bon, il n'y a rien à faire avec ce garçon, parce qu'elle a une perception partielle, très erronée. Et de l'autre côté, elle a vu que c'est paresseux, mais du côté du garçon, son éducation indique que tu ne vas pas entrer dans la salle, dans les toilettes. Quand vous visitez une maison, il faut demander la permission. Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Ou est-ce que je peux entrer dans la cuisine pour vous aider à nettoyer la vaisselle? Parce que vous vous considérez comme un nouvel enfant dans la famille. Et si on demande comme ça, ça va. Mais après avoir mangé, tout le monde essaie de balayer la table et il n'a pas osé par tact, par respect. Et la maman a vu que c'est un paresseux. Vous voyez? Il y a plusieurs cas comme ça dans la vie. Et un bon ami, vous pensez qu'il est quelqu'un qui essaie de détruire votre projet ou il y a quelqu'un qui vous flatte si habilement que vous pensez que c'est quelqu'un qui est très bien. Et finalement, ce n'est pas le même. Donc la perception nous aide à être plus humble. L'enseignement nous aide à être plus humble de notre notion sur quelqu'un, sur la vie, même sur les terroristes. Et Thay a donné ce discours-là le 9 novembre aux États-Unis. Et il a choqué beaucoup de gens parce qu'il a dit que, bon, votre notion sur le terroriste est comme ça, mais le terroriste lui-même, il a une autre notion très erronée, mais quand même. Et si on regarde en profondément, on n'a plus de compassion. Maintenant, c'est suffisant pour les diagrammes. Donc, on divise différentes formations mentales. Et Thay a écrit un livre sur 52 formations mentales. Mais
ça que nous allons utiliser plus, c'est-à-dire nous avons, quand vous m'écoutez, c'est une conscience. Vous êtes conscient de ce que j'ai dit, on appelle le mental. Mais il y a une partie de votre conscience est plus profonde, on appelle la conscience des tréfonds. Et dans cette conscience des tréfonds, ça contient beaucoup de semences. C'est-à-dire les expériences vécues condensées sous forme de semences. Et quand les conditions sont favorables, quelqu'un a arrosé cette semence de colère parce que vous étiez abusé, frustré quand vous étiez un enfant, une jeune personne, et il y a plein de frustrations supprimées sous forme de semences ici. Mais vu de l'extérieur, vous êtes très, très bien, vous avez une bonne physique, un bon sourire, et tout le monde vous a beaucoup respecté. Mais si par erreur ou par malheur, quelqu'un dit quelque chose qui touche à votre souffrance, les mêmes mots que votre grand-mère, votre mère, stepmother, la belle-mère, votre maman est décédée, votre belle-mère a dit des choses méchantes, et ça reste ici, mais si quelqu'un a dit quelque chose qui est semblable à votre belle-mère, soudain, vous êtes devenu une autre personne. Et c'est à cause de ces semences. Donc il y a une question, est-ce que ces semences existent avant que quand je suis née, j'ai reçu par mes yeux les images, j'ai reçu par mes oreilles les sons, j'ai reçu par mon nez, par ma langue, c'est-à-dire par le nez, les odeurs, par ma langue, les goûts, le toucher du corps et tout ça. Et chaque fois que je sens que c'est une sensation, ceci est lisse, donc il y a une semence lisse, le tableau est lisse. Et puis l'autre partie, j'ai touché, c'est rugueux, rugueux. Ce sont des semences nouvellement ensemencées quand vous êtes étant qu'un fœtus dans le ventre de maman. Ce que maman a senti, vous avez aussi reçu tout dans la conscience profonde. Je me suis rappelé qu'il y a une personne que durant son enceinte, sa maman l'enceinte d'elle, sa maman a toujours voulu avorter. Mais ça entre. Le refus de porter l'enfant entre dans le fœtus. Et à sa naissance, elle a dit que malgré les douceurs, les gentillesses de maman, je ne sais pas pourquoi il y a une répugnance qui me pousse contre elle. C'est parce qu'on a reçu ces semences dès qu'on est une fœtus. Mais non seulement ça, vous avez reçu, pour répondre à quelqu'un qui a dit que ces semences sont avant ou après. Après, ce sont des semences, on appelle nouvellement implantées. Mais on appelle des semences par nature. En fait, c'est des semences transmises par vos ancêtres. Dans les gènes que votre maman vous a transmis, il y a les gènes d'elle, mais il y a les gènes de grand-père, grand-mère maternelle. Et il y a plusieurs générations de ces ancêtres condensés maintenant. Grâce à la science, on est plus clair. Bon, on a tous ces gènes de talent, de qualité, mais de souffrance, de peur, de haine de nos ancêtres. Et ça reste. Donc, il y a deux sortes de semences. Semences transmises par nos ancêtres et semences transmises durant notre vie, comme fœtus, comme petit enfant, comme adulte. Voilà, deux importantes questions à répondre. Maintenant, c'est la question dure. J'ai aimé mon mari 20 ans. Il est extraordinaire, il est formidable. Mais malheureusement, j'ai aussi aimé un monsieur depuis 10 ans. Il est formidable aussi d'une autre façon de mon mari. Comment faire? Et il y a des choses très vraies comme ça dans la vie. Vous aimez votre mari avec toutes ses qualités.
Mais vous aimez ce monsieur aussi avec beaucoup de qualités que votre mari n'en a pas. Et c'est ça qui vous aide. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ou bien, bon, il y a beaucoup de querelles, il y a des moments où papa et maman sont plus tendres réciproquement, sentez bien. Alors, si, quand vous êtes né à l'âge de 3 mois, 5 mois ou 2 ans, dans l'atmosphère de turbulence de la famille, il y a un cousin de papa, vous êtes une fille, le cousin de papa est venu. Il est très gentil et sa présence a calmé tout le monde, bien sûr. Par prestige, papa et maman ne vont pas se quereller, mais quand même, l'atmosphère très calme, très doux, très gentille de ce jeune homme. Et il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Et il a porté une chemise blanche, un pantalon bleu, ça va. Et vous avez beaucoup de sympathie. Dans votre conscience profonde, beaucoup de semences de chemise blanche, de pantalon bleu, les cheveux roux, les cheveux noirs, les yeux bruns, tout ça. Et quand vous allez à l'école, il y a plusieurs instituteurs, mais il y a un instituteur qui vous attire parce qu'il essaie de vous écouter. Donc il y a d'autres caractères. Donc, dans la conscience profonde, premièrement, physique. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Il y en a dans cette personne des points que vous aimez, pas dans les autres hommes. Alors, à l'école, vous connaissez beaucoup de garçons et vous rencontrez beaucoup d'hommes, mais des hommes qui ont le point 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est l'homme de ma vie. Vous avez choisi cet homme. Et il a beaucoup de qualités et ça développe. Et vous pensez que vous êtes follement amoureuse de lui. On se marie, on a donné des enfants, mais vous avez peint, on appelle la peinture, on fait un dessin de lui qui est seulement partiellement de lui. C'est comme l'éléphant a vraiment une patte, un pilier, mais il a même 4 pattes. Et la même. Ça, on accepte. Mais l'autre partie de l'éléphant, on n'a pas la chance de rencontrer. C'est-à-dire, un jour, vous êtes malade. Et ce n'est pas de votre famille, mais c'est votre maman, souvent, a aimé faire une soupe chaude de riz avec beaucoup de gingembre, de coriandre, de pois bien saisonné. Très fatigué, très froid. On prend une soupe comme ça, on se sent... On est guéri. Et c'est votre façon d'attendre le numéro 6, c'est-à-dire la caractère que vous aimez. Et vous êtes sur le point faux, c'est de vous penser que j'ai aimé ce monsieur, vraiment, il est l'homme de ma vie, il a le caractère 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7, 8, 9, 10, 200, c'est-à-dire tous les caractères que vous avez peints, vous avez imaginé de lui, mais il a seulement 6. Mais 6 primordiaux, donc c'est pas mal. Et vous avez vécu 25 ans avec lui. Mais ça fait 15 ans avant que vous rencontrez ce monsieur avec 10 ans. Vous avez aussi beaucoup apprécié l'autre monsieur, qui est un ami de votre mari. Mais il a l'air de parler différent que votre mari, mais d'une façon très pure, très simple, très humble, que vous avez tellement aimé, et votre mari n'a pas fait cela. Et il a fait, et là, peut-être. Et vous appréciez, une deuxième fois, troisième fois, avec les années, vous appréciez aussi ce monsieur. Et vous pensez très coupable, oh, pourquoi j'aime mon mari, et j'aime aussi cet ami-là, c'est pas bien. Et ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu mourir à cause de cette souffrance. Mais le problème, c'est que votre mari a
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas 18, 19, 25. Et 19, 25, c'est l'autre monsieur qui en a. Alors, il faut choisir. Il y a des personnes qui m'ont consulté. Sœur, c'est pas vraiment un amour. Avec mon mari, c'est comme la fraternité. Mais la fraternité, pourquoi vous avez donné à 3 enfants? C'est comme un frère. Vous avez quand même 3 enfants. Et puis j'ai dit, mais vous voyez, bon, on peut aimer ça, on peut aimer une tulipe, on peut aimer un chrysanthème, mais on fait quand même un marc de lotus parce qu'on préfère le plus. On doit faire un choix. On ne peut pas aimer tous. On ne peut pas... bon, vous devez faire votre choix. Parce qu'il ne faut pas perdre le monsieur que vous avez passé 25 ans avec lui, avec toutes ses qualités, et suivre un monsieur qui, d'après vous, a des choses platoniques, formidables, pures, bien. Mais il ne m'a pas écouté. Et puis elle a quitté son mari. Elle est allée dans ce pays de ce monsieur. Et 2 ans après, elle est revenue comme une fantôme, très perdue, très malheureux. Parce que ce monsieur a ses points 16, 17, 18, mais il n'a pas le point 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est très nécessaire pour son bonheur. Et elle a rencontré des réalités terribles de l'autre monsieur, bien sûr. Il a ce numéro 16, 17, 18 de beauté, mais il a manqué beaucoup de choses que son mari n'a. Mais maintenant, quand il est rentré, c'est trop tard. Il a déjà abîmé le cœur de son mari et de ses enfants. Et c'est trop tard. Alors, c'est ma réponse de la question. J'ai aimé mon mari, 25 ans, mais j'ai aussi aimé, apprécié ce monsieur. Alors, il faut faire le choix. Et ce choix, le meilleur choix, c'est de ne pas garder des contacts trop proches de ce monsieur. Ça va arroser des choses que vous avez enviées que votre mari. Mais on peut toujours, je vais parler à la fin, les 3 sauts, pour dire que même votre mari n'a pas ce caractère, cette attitude, vous pouvez l'entraîner à faire ce que vous souhaitez, au lieu de dire, vous avez un froid et vous attendez que quelqu'un va faire une bonne de soupe de riz avec du gingembre. Et voici le Tylenol, ça vient. Ou Doliprane, prenez un comprimé, ça ne marche pas, 2 comprimés. C'est un peu trop brut. Et vous ne sentez pas bien, mais on peut toujours changer. Mon cher, est-ce que tu peux dire plus gentiment? Bien sûr, Doliprane, ça aide. Mais moi, je serais très réconfortée si tu fais une soupe de riz, avec un peu de gingembre, un peu de coriandre, un peu de poivre. Et c'est chauffant et c'est réconfortant. On dit très gentiment. Il a dit, oui, pourquoi pas? Alors, il a fait. Donc, c'est à lui, c'est à vous grâce à l'impermanence, il est comme ça, mais vous pouvez suggérer des choses qu'il n'a pas fait et qu'il fera. Et donc, votre mari ou votre partenaire acquiert des nouvelles qualités que vous souhaitez en lui, mais ce n'est pas en ordonnant qu'il fait. Avec beaucoup de gentillesse, de tendresse, ça me donne beaucoup de bonheur si j'ai une bonne de soupe. Ne dites pas, fais un bon de soupe. Vous voyez? Donc, ça, c'est une deuxième question à répondre. Et vous pouvez changer une autre question. Comment faire face à la culpabilité, le remords?
les frustrations. Et j'ai répété la réponse de Thay. Thay a dit que même si vous avez beaucoup de remords, vous étiez très rude, pas gentil avec votre grand-mère, maintenant elle est déjà décédée. Mais elle est toujours dans votre cœur. Dans votre conscience profonde, grand-mère est toujours là. Parce que l'image de grand-mère, ce qu'elle a parlé, ce qu'elle a fait, est déjà dans la conscience du tréfonds. Il faut rester très calme après une méditation assise, très calme, très concentré. Vous invitez grand-mère. Dites grand-mère, mamie, je n'étais pas gentille avec toi. Alors, je suis extrêmement désolée. Je ne ferai pas comme ça. Ni, bien sûr, tu es déjà décédée, mais ni à tes continuations, ma tante, ma sœur, ma mère, tout le monde, je ferai ça pour montrer mon remords vis-à-vis de toi, parce que je n'étais pas gentille du tout. Et veux-tu me pardonner? Et quand vous dites comme ça, vous verrez que grand-mère en vous dit, je veux bien, avec condition que tu es gentil avec les autres, pas assez rude comme avec moi. Et donc ça pourrait aider. Mais dans le cas, pour moi, quand vous prenez les 5 entraînements et vous avez promis de ne pas parler rudement avec n'importe qui, 4e entraînement. Mais ce jour-là, revenu du travail, vous êtes très fatigué, et votre enfant est venu, votre fille, adolescent, très, très fragile, elle a dit quelque chose très maladroit, et vous avez dit quelque chose de très méchant contre elle. Alors, comment exprimer votre remords? Premièrement, quand vous récitez, parce que d'après l'enseignement de Thay, quand vous recevez les 5 entraînements, ce n'est pas pour faire un certificat et mettre dans votre valise et ne rien regarder. Mais c'est un entraînement, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, vous devez réciter, soit avec la Sangha, soit toute seule. Et dans la question, le 4e entraînement était comme ça, mais est-ce que durant les 2 dernières semaines, tu as essayé de regarder profondément, de le mettre en pratique? Et bien sûr que non. Et vous vous rappelez ça, et vous allez vous repentir devant le Bouddha en vous-même. Vous n'avez pas trouvé un prêtre qui ne connaît rien de votre histoire. Vous faites une confession. Pour moi, je pense que ça n'aide pas. C'est plutôt vous confesser à votre propre Bouddha. Ce jour-là, je n'étais pas Bouddha du tout. J'étais très méchant, fatigué, épuisé. Oh, je m'excuse, Bouddha Janine ou Bouddha Jacques, je suis désolée. Et je pense que je suis désolée, ça ne suffit pas. Il faut que j'approche ma fille pour dire, tu veux bien excuser maman. C'était un moment où tu as partagé ça, j'étais au bout de ma nervosité. C'est pourquoi maman a dit des choses pas gentilles, que tu m'excuses pour cela. Si on dit gentiment, bon, ça partira. Il n'y aura plus de nœuds intérieurs, de frustration, de haine contre maman, parce qu'il y a des personnes qui se sentent frustrées vis-à-vis de maman ou papa, parce que maman a exprimé au moment où elle n'est pas elle-même. Maman, parfois, est formidable, mais elle vous a blessé au moment où elle n'est pas elle-même. Mais c'est bien si maman s'excuse. Et donc, comme ça, le remords, la culpabilité va partir. Si elle est vivante, c'est mieux, mais si elle n'est pas vivante, on le fait. On invite grand-mère, on invite notre mari, ou on invite quelqu'un qui est déjà décédé à venir et regarder en profondeur. Je fais le vœu de ne plus répéter la même chose, ni avec toi, bien sûr, tu es décédé, mais avec n'importe qui dans notre famille, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour transformer notre culpabilité. Une autre question. Ah, ça c'est difficile. Que faire face à la haine de quelqu'un qui veut nous tuer?
on s'enfuit. On n'est pas bête de montrer pour qu'on nous tue. Mais on ne s'enfuit pas totalement. C'est-à-dire, on essaie de n'être pas à la portée de sa violence. Il veut tuer, mais peut-être il va donner des coups très forts. Donc, il ne faut pas être à la portée de cette personne. Et quand on se retire loin, on regarde plus profondément. Il n'y a personne qui est furieux pour rien. Il y a une perception erronée. Parce que vous êtes bien, vous pratiquez comme il faut, vous voulez devenir un Bouddha, et pourtant il vous a haï, il veut vous tuer. Donc il doit avoir une perception erronée. Vous êtes un éléphant, il a vu un balai seulement, c'est-à-dire la queue de l'éléphant. Alors, avec tranquillité, premièrement, on vous invite votre compassion. Le Bouddha, moi, doit être compatissant. Le pauvre, s'il me tue, bon, il va recevoir toutes les pénalités, les charges criminelles très importantes pour lui. Donc, le pauvre. Alors, vous essayez de voir profondément et vous envoyez de l'amour, de la compréhension, de l'acceptation de lui. Le pauvre. Il a fait comme ça, mais moi aussi, si quelqu'un me frappe à des points de colère, et si je ne pratique pas, je serai hors de moi et je suis prête à faire des violences. Le pauvre, il n'a pas la chance de faire comme moi. Alors vous acceptez tel qu'il est, et vous dites que, mais chacun a un Bouddha. Lui, même s'il a voulu me tuer, mais il a quand même un Bouddha en lui. Mais c'est la violence, la colère, mal géré de lui, qui l'a poussé à penser de cette manière. Il faut que je travaille à ce que je peux transformer ces vues erronées sur lui, sur moi, qu'il a sur moi. Ah, on m'a dit que l'autre jour, j'ai voulu saisir le poste d'un poste de travail, et c'est pourquoi il a pensé que je suis entrée dans cette compagnie, c'est pour occuper des bonnes places qu'il a eues. Et bon, vous essayez de trouver une façon habile de montrer que vous êtes pour rien dans ce que il y a quelque chose de changement dans la compagnie, c'est pas sa faute, c'est pas votre faute, parce qu'il y a quelque chose. Donc on le fait indirectement. Bien sûr, vous n'avez pas osé montrer à la portée de cette personne. Donc, via des amis, vous essayez d'envoyer des messages pour dire que, bon, peut-être tu as une vue erronée, ce n'est pas mon intention de faire ceci, cela. On peut envoyer un courriel aussi. Et c'est comme ça qu'on peut changer les perceptions erronées. Et après ça, on arrose même les fleurs en lui. C'est-à-dire, on exprime notre appréciation, ce qu'il a vraiment fait, mais il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas le flatter. Il faut dire des choses vraies, des valeurs de cette personne, et puis il va changer. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas une théorie, c'est la pratique. Dans notre sangha, il y a un monsieur de la Libérie. Il est rentré de la guerre, il a vu que 5 membres de sa famille ont été tués par l'autre, un monsieur du village. Et il a dit, je vais tuer ton mari. Il a dit à la femme de ce monsieur, je vais tuer ton mari. Et bien sûr, on sait que cette personne était un général de l'armée. Maintenant, il a abandonné les armes. Il veut devenir un pratiquant de pleine conscience, de compréhension et d'amour. Mais bien sûr, il a dit comme ça. Et après 3 mois dans l'hiver ici, il a écouté les enseignements de Thay. Un jour, une phrase de Thay a touché profondément son cœur. Il a dit, non, c'est une perception erronée. Même s'il l'a déjà tué, mais il a dû avoir des perceptions erronées sur mon frère ou sur l'autre. Il faut que je le pardonne, sinon l'escalation de la guerre ira sans fin. Alors, après le discours de Thay, il a téléphoné en Libérie à la femme de ce monsieur. Dis à ton mari,
il peut rentrer parce qu'il s'enfuit, il a peur d'être tué. Il s'enfuit dans un autre pays. Tu dis à ton mari qu'il peut rentrer. J'ai décidé de ne pas le tuer, mais je l'inviterai à travailler dans le programme de sa travail social avec moi pour aider les gens. Ils n'ont pas cru, mais finalement, ils sont devenus travailleurs sociaux dans le programme que le village des Pruniers a soutenu aussi. Nous avons des puits, nous avons aidé à faire des puits, nous avons aidé beaucoup de choses. Mais c'est grâce à la pratique de ce monsieur. Il m'a touchée avec sa pratique. Donc, mais vraiment, on veut se tuer. On veut tuer l'autre et on peut surmonter. Vous pouvez le faire. Comment faire pour pratiquer la pleine conscience aux enfants de maternelle? Facile. Vous devez pratiquer quand il est déjà un fœtus. On part avec le fœtus, on dit ceci, et si on est sur le point d'être furieux contre son père, ah non, le fœtus va souffrir. On se retourne à son souffle, on fait une marche méditative, on se calme, et on dit des choses tendres, correctes, rectifier le malentendu de votre mari, mais on sait qu'on est en train d'apprendre la pleine conscience aux petits. Et vous pensez que c'est une théorie? Non. Il y a un cas très difficile que j'ai aidé. La maman a voulu avorter, le papa est irresponsable. Il y a beaucoup de malheur dans la vie de cette maman. Elle a plusieurs fois voulu avorter, mais elle n'a pas le courage. Depuis longtemps, on essaie de manger moins de viande, de poisson, et maintenant on tue une vie. Et puis finalement, elle a gardé le bébé. Et je ne savais pas toutes ces tragédies-là. J'ai essayé de soutenir des deux côtés, j'ai encouragé qu'il se marie. Et finalement, il se marie, mais elle a dit que l'enfant est très difficile à sucer le sein de maman. Parfois, c'est l'heure de repas, mais l'enfant, le bébé, le nourrisson, ne veut pas sucer le lait de maman. 2 heures, maman a beau faire le lait. Et quand maman a décidé de parler, non, ne t'en faites pas, je t'aime beaucoup. Dans le passé, on a des moments difficiles, mais maintenant, non seulement je t'aime, mais papa t'aime aussi, qu'il y a des personnes qui... Et puis, l'enfant a sucé. Et elle a dit, depuis, il a pris seulement 15 minutes pour se rassasier. Parce qu'avant, j'ai dépensé 10 minutes pour parler avec le petit. Donc, comme un nourrisson, on peut enseigner, mais il ne faut pas penser que la pleine conscience, c'est-à-dire respirer seulement. Pour un petit, un nourrisson comme ça, on ne peut pas dire que tu respires. On part gentiment, ouvrir son cœur, offrir plus de compréhension dans sa façon d'agir. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre. Donc il faut être intelligent et savoir comment appliquer le cas. Et ne rentrez pas chez vous pour dire à l'autre personne qui ne joint pas à la retraite, il faut respirer. Hein, souvent on va pas haïr la respiration. Non, il ne faut pas enseigner à la lettre ce que vous avez appris ici, et surtout appris ici. Surtout ne pas parler du village des Pruniers. Et vous rentrez tout frais, tout gentil, plein d'écoute profonde de ce que l'autre a dit. Oh, elle a changé, il a changé. Où as-tu appris? Un petit peu au village des Pruniers. Donc, la respiration, hier, une personne m'a aussi posé la question. Ah, on a dit que si vous avez des difficultés, revenir à votre respiration. Et il y a une autre personne qui a dit, il faut regarder dans votre conscience des tréfonds pour trouver la solution. Alors, quelle est la solution? Il paraît que vous êtes contradictoire. Une personne a dit que revenez à votre respiration, une autre personne a dit à la recherche de la respiration des profonds.
c'est dans la conscience des profonds qu'il y a des graines de sagesse, de arrière-grand-père, de grand-père, de vous-même, qui sont tout en bas de votre conscience. Et c'est impossible d'atteindre ce niveau-là. Et il faut la respiration pour vous calmer. Donc, quand vous êtes furieux, vous êtes en colère, revenez à votre respiration. Ça ne veut pas dire que la respiration va trouver une solution. Mais j'inspire, je fais 3 pas, j'inspire, je me calme, je relâche, je suis libre, je suis paix, je suis le moment présent avec la floraison des petits myosotis, des pacarètes. Je suis dans le moment présent et je laisse dormir mes difficultés. Et quand la respiration est assez calme, vous êtes plus calme, plus détendu, vous pouvez voir en profondeur, en toute clarté, les semences de sagesse de vos ancêtres, de vous-même. Et vous savez comment trouver. Et la solution, ce sont des expériences vécues de vous-même, de vos ancêtres, et de Thay qu'il a parlé, et c'est entré dans votre conscience profonde. Et vous ne pouvez toucher ces graines de sagesse que si vous êtes calme. Et pour être calme, il faut revenir à votre respiration, ne pas laisser la colère emporter, ne pas laisser les frustrations vous emporter. J'inspire, je me calme. Au feu rouge, je souris. Au feu rouge, j'ai l'occasion de me calmer plus. Et puis, on pratique jusqu'à ce que... Et la clarté d'esprit, les semences de sagesse se manifestent par elles-mêmes. Vous ne pouvez pas dire sagesse, bien. Vous ne pouvez pas le faire venir. Un jour, ça vient par elle-même. C'est pourquoi dans les monastères bouddhiques, on pratique le moment présent. On coupe le bois, on vit le moment présent. On porte l'eau du puits jusqu'à la cuisine. On vit dans le moment présent. Donc on cultive la concentration. Vous êtes venu ici pour cultiver la concentration en revenant à votre moment présent et ne pas laisser votre esprit penser à Paris, à Toulouse, à Reims, à différents endroits pour cultiver la concentration. Et plus on est concentré, plus on touche la partie plus profonde de sagesse, de clarté, de clairvoyance, de Bouddha en nous, de l'Esprit de Dieu en nous, de la présence de Dieu en nous. On peut toucher ces endroits-là seulement quand on est calme. On peut toucher cette partie. Et cette partie-là vous montre le chemin très clair. Et ce monsieur libérien qui a entendu, bien sûr, il a pratiqué plusieurs mois ici, déjà 2 mois, et quand il a entendu une phrase de Thay, ça touche quelque chose de très profond de sagesse qu'il a eu dans le passé, dans sa tradition. Et il a vu que non, c'est idiot, c'est bête de faire comme j'ai l'intention de tuer cette personne. Il vaut mieux de le toucher son Bouddha et qu'il vienne pour m'aider. Bon, il a invité cette personne de venir. Et le premier jour, cette personne n'a pas cru. Nous allons dormir ensemble. L'autre a très peur. Bon, peut-être au milieu de la nuit, il va nous poignarder. Mais finalement, ils ont vécu 1 nuit et 2 nuits. Et après ça, ils ont joint le travail social avec eux. Donc maintenant, comment garder la joie acquise au village? Parce que ici, votre esprit est dispersé. Il y a une personne qui marche devant vous, très calme, très détendue. C'est comme une cloche de pleine conscience pour vous rappeler à revenir. Tout le monde marche avec pleine conscience et toi, tu cours, ça ne va pas. Et grâce à la présence des amis dans la sangha, vous devenez plus calme. Chaque personne est cloche de pleine conscience pour l'autre et l'autre pour votre propre cloche de pleine conscience. Donc, on s'entraide. Mais chez vous, il n'y a personne. Alors, il faut choisir votre propre sangha. Par exemple, vous avez un tilleul dans la cour de votre maison qui fleurit très vert au printemps. Chaque fois
que vous regardez le tilleul à travers la fenêtre, je reviens à mon souffle. Toi, tu es la sangha, hein, une membre de ma sangha. Et vous allez pointer le tilleul, vous allez pointer la photo de Marie, mère de Jésus, ou ça dépend de vous. Hein. Vous choisissez le tilleul ou bien la photo de quelqu'un qui a demandé une photo de Thaï, l'a mis quelque part. Et donc, chaque fois qu'elle est sur le point d'être furieux, Thaï est là. Je respire, je me calme, j'expire, je relâche. Donc, choisissez votre propre sangha dans votre maison, autour de vous. Et bien sûr, la seconde sangha, c'est dans votre bureau. Il y a des personnes qui sont très attentives, très gentilles. Vous pouvez partager un petit peu, pas trop, mais pour être plus proche, pour discuter des choses bien, qui touchent notre divin au lieu de toucher la bête en nous. Donc, on choisit parmi les amis. Puis, si on peut faire une sangha locale. Et cet après-midi, après avoir mangé, je souhaite que vous pouvez ériger tout de suite la foire des sanghas pour qu'on sache que peut-être on vit à 10 km de cette sangha sans le savoir. Et vous savez, Gers, c'est pas loin de chez moi. Pourquoi ne pas joindre ce sangha ou là? Et comme ça, c'est notre sangha. Mais cette sangha, c'est plus loin. On se rencontre chaque semaine ou chaque 2 semaines, ça dépend de chaque sangha. Voilà. Et donc, on peut garder toujours la joie. On dit que si je vois le tilleul, je souris tout de suite. Je me calme, je suis libre. Et donc, vous continuez votre travail en regardant le tilleul dans le jardin ou en regardant le pot d'orchidée, ou comme vous voulez. Vous choisissez votre propre sangha très proche et plus loin. Et comment ne pas m'endormir pendant la méditation. C'est facile, vous vous levez, vous faites la marche méditative. Vous ne pouvez pas dormir en marchant. Non, on fait une marche méditative. Mais quand vous êtes en groupe et tout le monde médite comme il faut, et ça va bien pas. Alors Thaï a souvent dit que changer de thème de méditation. Au lieu de penser... La méditation, il y a 2 parties. L'arrêt d'être dispersé. Donc on suit l'inspiration, on suit l'expiration, on se calme, on relâche. Mais ça, c'est l'arrêt. Mais la deuxième partie de méditation, c'est le regard profond. Alors, vous allez regarder le problème que... Pourquoi je détestais chaque fois que je vois quelque chose. Une orchidée, par exemple. Mais l'orchidée, c'est très belle. Et pourquoi? Et vous regardez profondément, et vous voyez que, il y a un moment où vous êtes en colère contre quelqu'un et une personne vous a offert une orchidée et en ce temps-là, vous n'étiez pas dans votre peau, vous étiez très fatigué. Donc maintenant, quand je vois une orchidée, ça me rappelle ces moments difficiles. Donc, Thaï a proposé que vous changez de sujet de méditation. Par exemple, j'ai un peu grossi, il faut regarder profondément quelle est ma nourriture ces derniers temps. Donc, vous voyez, vous avez de belles lignes et vous ne voulez pas grossir trop. Et vous avez remarqué que peut-être vous avez mangé trop d'avocado ou bien trop de ceci, trop de cela. Alors, c'est intéressant, vous n'allez pas vous endormir pour des choses si intéressantes comme ça. Vous allez regarder, maintenant, demain, moins de ça, plus de ça. Voilà, pour ne pas vous endormir. Et comment gérer votre volition? Volition, c'est que vous avez déjà une idée fixe et vous aspirez à faire cela. C'est un peu dur. Et parfois, l'aspiration est si forte. Et malheureusement, des aspirations bien bonnes, mais il y a aussi des aspirations mauvaises, comme on veut absolument marier ce monsieur de 10 ans au lieu de rester avec le mari de 25 ans.
Alors, c'est une volition. Comment gérer? Bon, c'est le critère. Vous voyez, mettre sur table. Voilà, j'ai ça. Mais il faut savoir une chose qu'on ne sait pas. Si on choisit cette volition, on perdra l'autre partie. Ne pensez pas que l'autre partie, c'est un objet qu'on va ranger dans l'armoire. On utilise cette personne jusqu'à la satisfaction et on revient à l'armoire pour reprendre l'autre. On ne peut pas, on perd tout. Et on peut perdre une image de l'autre parce qu'on a une image qui est serrée comme ça, 17, 18, 19 caractères, mais il n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Et vous allez bien sûr lâcher cette image, mais le mari, on ne peut pas récupérer. Donc la volition, parfois, est très forte. Il faut regarder profondément les conséquences. Maintenant, la principale partie qu'on m'a demandé de parler, c'est comment surmonter la peur de la mort. Et Thay a souvent dit qu'il ne faut pas attendre au moment où tu es presque à la fin de vie que tu penses à la mort. Il faut penser maintenant. Et c'est une question assez difficile à regarder profondément. C'est à vous de découvrir votre propre chemin de non-peur, de joie, de paix, quand vous devez quitter ce corps pour continuer votre route. Et il faut regarder profondément. Et nous avons un corps et l'esprit. Et vous pensez que ce corps, c'est ça? Vous pensez que Sœur Tian Khong est en train de parler avec vous? Mais il y a une autre Sœur Tian Khong qui est en train de travailler avec les enfants qui ont faim à Quang Tri. Les enfants n'ont plus, l'école maternelle a des pluies, des fuites, et il n'y a pas assez d'argent pour ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà envoyé une partie. Donc, Sœur Tian Khong n'est pas seulement ici, Sœur Tian Khong est à Quang Tri. Et Sœur Tian Khong est en même temps avec autres projets, autres sœurs en difficulté, autres frères en difficulté. Donc, en Sœur Tian Khong, il y a plusieurs parties. Et on ne voit pas cette partie seulement. Et si ce que j'ai fait à Quang Tri pour les enfants qui ont faim, ce que j'ai fait pour un frère ou une sœur en difficulté, et si ce corps est décédé, j'ai un accident de voiture, mais ce que j'ai fait a ému le cœur de beaucoup de frères dans la communauté. Les autres vont continuer mon travail. Et je ne suis pas décédée. On ne voit pas le nom Tian Khong dans ce travail, mais il y a beaucoup le même contenu de compassion, de compréhension, d'amour dans cette action ou l'autre action. Et je sais qu'un jour, si j'ai un accident de voiture, que je vais mourir ou une crise cardiaque, vous verrez, je continue à vivre dans les CD des deep relaxation totale. Parce qu'un jour, à Hanoï, j'ai visité le Vietnam en 2005 et 2007, je suis revenue. Et au nord Vietnam, je n'ai jamais grandi au nord Vietnam. Et il y a une... Viens maman. Oh, je vous présente maman qui a pu endormir, n'a plus de l'insomnie grâce à votre CD. Et elle a été bercée par vous tous les soirs. Et donc, j'étais au Vietnam à berçant cette dame. Et il y a une autre maman de la Hollande dit viens. Dis bonjour à Sœur Tian Khong parce que c'est elle qui t'a bercé 4 ans déjà. Il a des difficultés de dormir, c'est aussi le chant de Sœur Tian Khong qui l'a fait endormir. Et donc, je continuerai à bercer le monde, dormir, même si ce corps n'est plus là, ça ne fait rien. Et puis, on a dit qu'au décès de quelqu'un, votre vision, votre conscience visuelle est morte. Votre conscience, l'odorat est mort. Votre conscience, les 5 organes de sens sont morts. La conscience profonde, vous ne comprenez plus. C'est complètement. Mais c'est cette partie qui est encore en vie. La conscience des profonds. Et avant l'arrivée, avant la pratique du Bouddha, en Inde, on a cru aussi à l'incarnation. C'est-à-dire, quand vous faites de bons mérites,
vous êtes décédé, vous serez né dans une famille très riche, tout ça. Mais Thay a dit que ça, c'est une vue trop superficielle de la conscience profonde. Parce que les 3 sauts du Bouddha, c'est impermanent. Cette conscience profonde est là, mais elle va continuer à transformer à cause des entrées et des sorties. Même si mon père est décédé, et mon père a beaucoup aimé la famille génétique, il s'occupe des frères, des sœurs, des cousins, cousines, des enfants, mais il n'a rarement donné de l'argent aux gens pauvres. Alors je dis, mais c'est ça qui manque en papa. Maintenant, au nom de papa, je vais donner 500 colis avec l'argent que papa devrait me donner. J'ai donné des 500 colis pour les gens pauvres. Et ça, c'est au nom de papa. Et donc la conscience profonde de papa continue à recevoir. Mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a des maîtres qui pensent que ça va changer chaque 7 jours, mais après 7 fois 7, ça va trouver une fondation pour manifester de nouveau. C'est pourquoi, ça c'est une spéculation de ma part, je me suis dit que parmi les travail que j'ai travaillé pour le Vietnam, pour les enfants qui ont faim, il y a des couples qui sont très gentils, très proches de moi. Et puis ce jour-là, je suis cognée par une voiture et je suis décédée. Alors, Vietnam, c'est trop loin. J'ai des quantités d'amis au Vietnam, mais peut-être ne sont pas prêts, mais il y a un couple français qui est là et elle est sur le point de concevoir quelqu'un. Bon, je suis très proche de la maman et du papa. Pourquoi? Alors, c'est pas moi qui décide, mais c'est l'affinité de cette famille et moi-même qui ont attiré cette conscience profonde de manifester. Et bien sûr, je suis née avec les yeux blonds, les yeux bleus, les cheveux blonds. Ah, c'est bien grand. Non, on ne croit pas. Mais l'enfant, à l'âge de 5 ans, quelqu'un parlait « village des pruniers ». Ah, je veux aller au village des pruniers. Et les papas ne savent pas pourquoi. Mais je veux aller. Et puis, au village des pruniers, elle sait comment marcher. Elle a appris très vite ce que les frères, les sœurs ont parlé. Et un jour, elle a dit « je veux aller au Vietnam ». Je dis cela parce que ça arrive à une famille que j'ai connue. La maman est vietnamienne et elle a donné à 2 fils, à Thune, qui ont donné à des petites filles. Et la grand-mère est très généreuse pour les gens qui sont pauvres. Alors la petite fille est née d'un couple vietnamien aux États-Unis qui ont le visage de grand-mère, les beaux caractères de grand-mère, la façon intelligente de papa et tout ça. Mais à 5-6 ans, elle a dit « je veux apprendre le coréen ». Et le coréen, pourquoi? Je n'ai pas de business en Corée. Et pourtant, elle veut aller apprendre le coréen. Et elle, non seulement n'est pas satisfaite pour parler, mais elle veut apprendre le langage aussi. À 12 ans, elle veut aller en Corée. Mais elle est toujours très vietnamienne avec la grand-mère, avec le papa, avec toutes les qualités de papa. Mais en Corée, et la famille a loué un hôtel, et elle a lu le journal, elle a dit « je veux aller voir ce théâtre ». Et à l'hôtel, on dit « c'est un théâtre très ancien, tu ne comprendras pas, même je comprends le coréen, je ne comprends rien ». Elle dit « je veux y aller ». Et il a emmené la famille, il a expliqué beaucoup de choses, en anglais bien sûr, parce qu'elle parle anglais, sur les cultures coréennes qu'elle a connues. Et donc, c'est la conscience profonde qu'elle a eu tout ça. Et donc, par accident, elle a des affinités avec ce couple. Elle est née, mais bien sûr, elle a grâce à l'impermanence, il y a les qualités de cette famille. Donc, elle a ça, mais elle a son caractéristique. Donc ce n'est pas la réincarnation d'une personne exactement 100%, mais il y a le mélange de la nouvelle famille, il y a
la nouvelle culture, il y a beaucoup de choses. Ça va aller avec. Et ça, c'est un regard. Et ça, je vous offre seulement quelques traits, mais c'est à vous de découvrir. Hein. Seulement, j'aimerais vous partager le cas où il y a un discours où Thầy a proposé regardez profondément, l'être le plus cher de votre vie est parti. Et où elle est partie? Comment on peut retrouver notre bien-aimé? Il est déjà parti. Et il y en a vraiment plusieurs cas. Bien sûr, ça n'arrive pas à nous ici, mais parmi nous, il y a peut-être quelques-uns qui ont perdu leur propre chéri, qui sont formidables, qu'elles ne pensent pas qu'elles peuvent remplacer. Et je vous offre seulement des vécus que j'ai regardés profondément. Il y a un monsieur, il s'appelle Nicolas. Bon, j'ai changé de nom, son nom, c'est pas vraiment Nicolas, mais je ne veux pas ingérer dans son intimité. Il est venu, il a dit, je déteste Dieu, c'est moi que Dieu doit emporter pour mourir. Mais Dieu a emmené ma femme, elle est formidable, elle est comme une ange. Et moi, je suis trop occupée avec 2 compagnies, j'ai 2 business, je fais ça. Et puis maintenant, elle est décédée trop jeune. Elle a seulement 3 semaines de cancer et elle est partie de suite. Et je déteste Dieu. Et je suis allée voir le psychothérapeute, ça n'a toujours pas marché. Et... Sœur, où est-elle? Et j'ai demandé, monsieur, pourquoi vous êtes venu ici? Vous avez 2 business, vous travaillez bien, vous gagnez beaucoup d'argent, pourquoi aller ici? Oui, il y a 7 ans, ma femme m'a parlé de Thich Nhat Hanh. Il a passé par le côte est des États-Unis et nous ne sommes pas loin. Elle m'a invitée, elle a insisté que je vienne et j'étais trop occupée. Je ne suis pas venue. Et maintenant, j'ai fermé tous les 2 business. J'ai rien à faire, à pleurer sur mon sort. Parce qu'à quoi bon d'avoir beaucoup d'argent et mon bien-aimé n'est plus là. Alors, j'ai dit, vous avez dit qu'elle vous a invité de venir, mais maintenant elle est venue avec vous. Et vous venez et vous occupez une seule place, mais vous venez en 2 personnes et vous payez seulement une seule place. Ah, mais c'est elle qui vous a poussé, sinon vous ne viendrez jamais ici. Oui, c'est vrai, peut-être. Et maintenant, je vous invite à regarder profondément où est-elle. Elle est en vous. Mais vous pensez à votre douleur et vous ne pensez rien. Regardez profondément. Depuis 17 ans qu'elle a vécu avec vous, qu'est-ce qu'elle vous a proposé? Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? Qu'est-ce qu'elle a souhaité, le vœu le plus profond, une inspiration le plus profond d'elle, que vous n'avez pas écouté? C'est maintenant votre devoir de maison. Vous devez revenir à elle et regarder profondément comment. Voilà, vous avez fait le premier devoir, vous venez à la retraite, c'est pas mal. Mais essayez de voir qu'il y a d'autres. Parce qu'elle est encore là en vous, elle vous demande ceci, elle vous demande cela, vous n'avez pas écouté. Et 3 semaines après, on a une retraite en Californie, c'est l'opposé. Et je l'ai vu quelque part parmi les retraitants. Mais vous venez de passer une retraite déjà? Oui, j'ai du devoir à vous présenter. J'ai fait beaucoup de poèmes. Vous savez, moi, je faisais jamais de poèmes. Maintenant, j'ai fouillé dans les cahiers, les papiers de ma femme. Elle a fait beaucoup de très beaux poèmes. Et ça me touche beaucoup. Mais pourquoi j'étais stupide? Je n'ai jamais lu ces poèmes. Maintenant, je fais ces poèmes. Je continue à faire le même travail qu'elle. Et j'ai des poèmes, voilà, regardez. Voici le poème de ma femme et voici le mien. C'est pas mal, hein? Oh, c'est bien, merci d'avoir pratiqué. Mais elle est contente maintenant, elle ne pleure plus.
il ne s'apitoie plus sur son sort. Il a dit, bon, je vais voyager avec ma femme pour une autre retraite. Une autre retraite, je l'ai vu encore, il a dit, je viens de rentrer au Brésil. Et j'ai visité cette tante qui a beaucoup aidé ma femme. J'ai donné des cadeaux à cet oncle, il est assez pauvre, mais il a un bon cœur. Et au nom de moi et ma femme, j'ai offert ceci à cette famille et cette famille. Et tout le monde est content, tout le monde a l'impression de voir notre couple rentrer. Mais pas seulement moi, je suis venue avec ma femme. Et puis, une autre fois, en Indonésie, elle est en train de donner un cours, une retraite en Indonésie, je l'ai vue de nouveau. Mais pourquoi vous êtes venu? Ma femme a souhaité voyager longtemps dans plusieurs endroits, mais j'étais trop occupée. Maintenant, un seul billet, une seule place, et on voyage à deux. Et donc, ils sont contents. Maintenant, de temps en temps, je le vois. Et c'est très bien, ils sont contents. Il y a d'autres qui ne veulent pas accepter. Il y a une dame qui a dit que mon partenaire est si beau, si jeune, et maintenant, je ne veux pas. Mais finalement, elle a dû accepter. C'est le seul moyen pour sentir la personne proche de nous et sentir qu'elle est toujours. Et c'est pas... il y a beaucoup d'évidence. Il y a un neveu d'une dame à Bordeaux, il a 8 ans, mais il aime beaucoup la pratique. Et il est l'enfant le plus sage de la famille. Et la grand-mère a dit, son jeune frère est un petit coquin. Parce qu'il veut la grande part, il est gourmand, il est égoïste et tout. Mais quand le grand frère est décédé, quelques jours après, la grand-mère est surprise de voir que le jeune frère téléphonait à la grand-mère. « Mamie, tu as bien dormi ?» Elle a l'impression que c'est le grand frère décédé qui a dit « Mamie, tu as bien dormi? Oh, tu nous manques. Ce samedi, je vais dire à mes parents de nous amener à te voir, mamie et papy. » Et donc, et le jeune frère, qui était coquin d'après la famille, maintenant il se comporte comme le grand frère décédé. Et même à la mort de ce petit garçon, souvent cette famille est assez égoïste. Ils ne donnent jamais de l'argent aux pauvres, ni au village de Prunier, rien. Même s'il y a des projets très intéressants, ils ne donnent rien. Mais au décès du petit, il y a un monsieur de l'hôpital de Belgique qui a dit « Il y a un garçon qui est décédé, il a besoin d'un foie. Et si vous avez un enfant décédé qui n'est pas totalement mort, est-ce que vous pouvez donner un foie pour la famille ?» Et puis, on a demandé au papa, « Oui, pourquoi pas ?» Et on a enlevé le foie. Et puis un autre coup de fil à Lyon. Il y a un enfant qui a perdu tous les 2 reins. Ils ont besoin d'un seul rein pour sauver le petit. Est-ce que vous... Et un autre médecin est venu pour demander le papa. Mais le papa est en train d'être très triste avec le garçon. Mais votre fils est médicalement mort déjà, mais ses reins fonctionnent encore. Est-ce que vous pouvez le donner? Parce que votre fils va continuer dans la vie de l'autre garçon. Il a dit oui. Bon, on a enlevé. Et quand sa femme est arrivée, toute la famille, il a battu sa tête. Pourquoi je suis fou de donner le foie et les reins de mon fils? C'est pas bien, mais c'est trop tard. Le fils a poussé qu'il donne le foie, qu'il donne le rein. Et l'égoïsme de papa se manifeste, c'est trop tard. Donc, on continue à vivre. Et ne vous en faites pas, si un jour je suis décédée, vous allez me voir quelque part. Et chaque fois que vous avez une maladie, c'est l'enseignement que j'aime aussi partager, et vous dites, pourquoi moi? Pourquoi j'ai reçu cette maladie, pas les autres?
l'autre, et je suis gentil, j'étais bon avec cette personne, l'autre personne. Et l'enseignement du Bouddha a dit que vous avez reçu une flèche qui vous blesse. Et quand vous plaignez comme ça, pourquoi moi, pourquoi j'ai reçu tant de misère, ça c'est deuxième flèche. Il ne faut pas recevoir la deuxième flèche. Vous acceptez, vous êtes blessé, soignez votre blessure. Il ne faut pas se plaindre que pourquoi c'est moi qui reçois cette maladie terrible, c'est pas juste. Ça, c'est le deuxième flèche, il ne faut pas. Et aussi, la dernière chose que j'aimerais vous partager, dans le cas où il y a quelqu'un qui est décédé dans votre famille, et nous essayons de voir que cette personne, vous avez entendu dire, j'ai chanté l'autre jour, ce corps n'est pas moi, je ne suis pas limitée par ce corps, je suis la vie sans limite. Dans le cahier de chant du village des Pruniers, il y a ce texte qu'on peut chanter en français ou en anglais, mais on peut lire seulement. Et si, au moment, il y a une grande réconciliation dans beaucoup de familles. Souvent, quand le papa est assez âgé et les enfants sont adultes, et celui-ci a son mari, celui-là a sa femme, et les frères, les sœurs, peut-être en harmonie, mais les femmes, les maris, les différents grands enfants de la famille ne sont pas d'accord et n'aiment pas. Et il y a un monsieur qui est décédé avec 5 fils, et toutes les 5 belles-filles n'aiment pas, et ils ne se rencontrent jamais, et ne sont pas venus. Quand l'un est venu dans la maison de papa, c'est l'autre qui ne viendra pas. Mais c'est parce que le décès de papa, il ne peut pas venir, il ne peut pas ne pas venir. Alors, au moment où on ferme le cercueil de papa, le moine qui dirige cette cérémonie, il a dit, ce corps dans le cercueil n'est seulement que le reste, pas tellement vivant, tellement beau. La beauté, la bonté, les qualités, les talents de papa sont en vous. Monsieur, c'est Paul dans le pouls, Michel en vous, Jacques en vous, Jean. Papa est bien vivant dans Jean, dans Jacques, dans Paul. Il faut maintenant embrasser papa via Paul, via Jacques. Et donc, il suggère que les membres de la famille s'embrassent. Oh, merci, papa est encore vivant en toi, Paul. Je suis content que tu es encore vivant. Tu gardes beaucoup de talent, de qualité et des traits physiques et moraux de papa. Merci. Et on guide comme ça. Et si on connaît un peu la famille, cette beauté, cette éthique de ce monsieur qui est décédé, après ils ont beaucoup pleuré. Et ils ont décidé de venir tous ensemble. Nous avons 7 journées de pleine conscience. Chaque 7 jours, on fait un chant. Et tous les 5 grands garçons à carrière, avec sa femme et ses enfants sont venus et se réconcilient. Et la maman est catholique, elle n'est pas contente du tout au début, bien sûr, mais quand elle a vu que tous ses fils se sont réconciliés, elle nous a beaucoup aimés, elle nous a beaucoup soutenus. Et ce sont des faits concrets. Et dernièrement, je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant, mais il y a un comédien américain, son nom c'est Garry Shandling. Il est très fameux quand il dit quelque chose, une scène dans « Oh, tout le monde rit. » Et puis, le jour où nous avons acheté le Deer Park Monastery, le monastère des serpes, aux États-Unis, c'est un endroit à 437 hectares, non pas hectares, mais acres, c'est-à-dire environ la moitié de terre, de forêt, de montagne. Et c'était un ancien endroit où on a emprisonné les prisonniers. Et après ça, 300 drogués à rééduquer. Et puis quand nous avons acheté, c'est des laprons. Et on n'a pas le permis de recevoir le public. Et en ce temps-là, nous connaissons ce comédien. Alors on l'a invité
pour venir à ce département d'équipement, de construction. Et c'est un tout petit département de construction d'une petite ville. Et ce comédien international qui est venu, il a emmené beaucoup de livres de taille. Oh, je vous offre ce livre parce que ce livre a transformé ma vie. Je vous offre ce livre, je vous offre ce livre. Nous sommes un peu embarrassés de voir qu'on fait trop de propagande de notre maître. Il dit, vous avez beaucoup de chance d'avoir un tel maître dans cette région. Vous devez vous réjouir. Et ce livre a transformé ma vie. Ce livre et tout le monde et puis il fait des blagues, je ne sais pas, mais tout le monde a ri et tout le monde est très heureux. Et finalement, avant de partir, il a dit, et alors, est-ce qu'on peut ouvrir au public ce centre? Pourquoi ne pas garder le même nombre? C'est-à-dire, on a emprisonné 300 prisonniers ou 300 drogués. Alors, bon, pourquoi pas, on signe le permis de recevoir 300 personnes à dormir chez vous. Et puis nos amis disent, Sœur Tiangkang, tu réalises? Il nous permet d'ériger un hôtel à 300 chambres. Et on n'a rien payé, on n'a rien... Bon, et puis, il vient de décéder récemment. Quand elle est venue, c'est pourquoi, vous savez, la vie est impermanente. Ne pensez pas que peut-être un de nous va décéder avant Thaï maintenant. Eh bien, il va bien, vous l'avez vu mardi dernier. Il va de mieux en mieux. Mais Gary Chandling l'a visité, il est en bonne forme. Et puis un jour, il y a une semaine, peut-être 2 semaines, quand il est rentré, il est décédé. Et je suis très triste parce que c'est lui qui a obtenu pour nous le permis d'ouvrir le monastère des Parcs Monastery pour le monde. Alors on a décidé de venir au crématorium pour soutenir. Et nous avons aidé, et beaucoup de gens ont aimé. On a dit, quand on presse le bouton pour que la crémation commence, on dit, ce corps n'est pas Gary. Gary dans chacun de nous. Et Gary a donné refuge à ce monastère où il y a des coyotes, il y a des fleurs, il y a des sages sauvages, il y a des plantes du siècle, il y a beaucoup de forêts et de fleurs. Ils ont un refuge grâce à Gary. Et on peut voir Gary dans le sourire de cette fleur, dans le parfum de ces sages sauvages, dans le chant des oiseaux. Et toute la famille se sent bien émancipée grâce à ce partage. Et on est heureux. Et on voit qu'il est toujours là, quelque part. Quand vous visitez Deer Park Monastery, vous le rencontrez dans le chant des oiseaux.